Alors forcément, il y a des pièces que vous aurez déjà vues, que j'ai déjà montré sur les lives d'avant, parce que les thèmes s'y prêtaient, forcément. Mais là, on va pas forcément parler de pièces, mais on parlera plutôt de l'histoire qu'il y a autour, ou de l'histoire de comment je les ai récupérées. J'attends juste que l'appareil photo fasse la mise au point, et puis on va changer de... Tac. On va dézoomer un peu. Voilà, je vais vous faire un bon plan. Bonjour à celui qui vient d'arriver, je sais pas qui c'est. Est-ce que c'est Quentin? Je sais qu'il voulait passer ce soir et qu'il voulait se faire un compte pour discuter. Si t'as réussi Quentin, tu me le mets dans le chat. Bref, donc du coup la première histoire que je vais vous raconter, ça va être plutôt des histoires liées à des vides-greniers, hein. Comme je vous l'ai déjà dit, j'achète pas mal de pièces sur les vides-greniers. Donc du coup je vais vous montrer ça. Donc la première histoire que je vais vous raconter, c'est celle de cette boîte-là. Vous vous souvenez, à l'intérieur, c'est des jetons. C'est pas des pièces puisqu'elles n'ont pas de valeur faciale, mais c'est des jetons sur les JO de Pékin. Avec comment dire, les 5 mascottes qui représentent les 5 éléments et qui sont dans un coffret. Donc j'ai eu ça dans un vide-grenier et en fait l'histoire c'est que moi dans les vides-greniers, je vais souvent sur des vieux étalages entre guillemets où il y a des vieilles choses parce que je suis sûr de trouver des vieilles pièces dedans. Ou du moins c'est plutôt dans ce style de présentoir que je peux trouver facilement des pièces et pas quand je vais vers des gens qui vendent des jouets pour enfants ou des habits, puisqu'ils vendent des trucs modernes et il n'y a quasiment jamais de pièces. Et du coup, là, ce que j'étais dans un vide-grenier, je faisais ma petite balade, je regardais, et puis j'étais avec mes parents, et ma mère était sur justement une personne qui vendait plutôt comment dire, du neuf, moi j'appelle ça du neuf, donc c'était des jouets d'enfants, c'était pas mal de choses comme ça. Et du coup, je m'arrête même pas sur le stand parce que ça m'intéresse pas, je sais que je vais pas trouver de pièces. Et puis je parle avec ma mère, je lui dis ah tiens, qu'est-ce que tu as regardé sur ce stand-là? Enfin, bref, elle me raconte qu'elle est en train de regarder un truc pour acheter. Et puis je vois au loin 5 petits trucs brillants, dorés, parce que c'était dehors en pleine nature et du coup ça se reflétait sur le soleil. Je me dis tiens, c'est bizarre, c'est quoi ces trucs? On dirait des pièces qui brillent. Et en fait, je m'approche et je vois bah, ce coffret-là d'ouvert. Et du coup, j'examine le coffret, je vois que c'est marqué en chinois dessus. Après, j'ouvre, je vois que ça correspond au JO de Pékin, donc ça m'intéresse tout de suite. Et puis, bon, j'examine un peu les pièces, je vois qu'il n'y a pas forcément de valeur dessus. Donc, je me dis, bon, c'est plutôt des jetons, ça doit être du plaqué or, ou alors peut-être même comment dire, un métal qui imite la couleur de l'or, hein. Avec une petite, voilà, une petite coloration, enfin c'est juste plutôt un autocollant qui est collé pour faire la partie couleur. J'examine ça et puis après bon il y a les certificats d'authenticité qui sont comment dire en japonais, en chinois au-dessus. Mais bon c'est traduit en anglais donc je commence à lire, je vois qu'il y a attendez que je me trompe pas quand même. Je vois qu'il y a 20 000 exemplaires, non, 60, pardon, 60 000 exemplaires de cette série-là. Donc je me dis, tiens, 60 000, c'est quand même pas beaucoup. Je vois qu'il y a un numéro de série, donc c'est quand même un truc assez sérieux dessus, avec le certificat. Je vois que c'est plaqué en or, oui, que c'est plaqué or, parce que c'est confirmé en anglais dessus. Je me dis, tiens, quand même, plaqué or, c'est intéressant. Et puis, mais bon, ces recherches-là, je les fais de mon côté, hein, je le dis pas à la vendeuse, je regarde un petit peu, j'examine. Et puis, la vendeuse me dit ah ça m'embête parce que enfin je lui pose la question de comment elle a eu ça et elle me dit bah en fait mon mari est commerçant enfin dans le commerce international il avait un client chinois qui est venu une fois chez nous à domicile et puis ils ont offert des petits cadeaux à toute la famille et ma fille a reçu ce coffret là. Je fais ah d'accord, c'est pour ça que c'est marqué en chinois et que ça vient directement de Chine quoi. Et puis elle me dit par contre ça m'embête parce que j'aimerais bien le vendre à quelqu'un qui soit vraiment intéressé et pas le brader comme ça à n'importe qui. Et je lui dis bah écoutez ça tombe bien parce que là c'est quand même le thème des JO donc moi je fais mes études dans le milieu sportif et puis je suis en plus collectionneur de pièces de monnaie donc là vous avez le meilleur client face à vous, hein. Je suis double content par rapport à votre sujet.
Et du coup, bah, je négocie un petit prix, je crois que je l'ai eu à 10 euros, parce que en gros ça faisait 2 euros la pièce. Donc je l'ai eu à 10 euros et elle était super contente de le vendre à quelqu'un à qui ça apportait vraiment quelque chose et qui était vraiment intéressé par ce truc-là. Et gros coup de chance de ma part, parce que j'aurais pas forcément fait très attention à ce stand-là qui vendait que des trucs d'enfants et du neuf, etc. Mais comme ma mère s'était arrêtée devant et que je me suis arrêté aussi, bah, j'ai fait cette bonne affaire-là sur un vide-grenier. Donc voilà, petit truc un peu insolite que j'ai trouvé sur un vide-grenier, puis avec l'histoire surtout derrière, que ça vient directement de Chine, que c'était un gars qui avait offert ça en cadeau à des invités français. Donc voilà, première petite histoire de ce coffret-là que je me souviens très très bien. Donc très sympa. Vraiment un truc qu'on ne trouve pas forcément sur des vide-greniers et puis pas souvent quoi. Que ce soit même sur des coffrets de pièces, que ce soit sur des coffrets français ou quoi que ce soit, on n'en trouve pas non plus des masses. Mais là en plus un truc chinois, c'était top. N'hésitez pas dans le chat à poser des questions si vous voulez, hein. Je peux approfondir un peu les histoires si besoin, si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit. Et puis, euh, et puis même en général sur la pièce, hein, sur les pièces, si vous avez des questions, je peux volontiers en parler un peu plus, même si là c'est pas le but de parler des pièces. Ensuite, tac, Trentle, on en avait parlé la dernière fois, je vais vous raconter l'histoire de cette pièce-là. Tac, alors vous vous souvenez, c'est la 2 francs Morlon, 1935. Hop, ah mince, vous avez le carré blanc, je n'ai pas fait attention. Vous avez le carré blanc plein milieu, il fallait me le dire. Tac, donc la 2 francs en 1935, hein, qui est quand même une année assez rare. Pareil, alors celle-là, bon, dommage que Cachito soit pas là parce qu'il était présent quand je l'ai eu cette pièce-là. On arrive, on faisait le tour des vides-greniers avec des copains. On arrive sur sur un gros vide-grenier en fin de journée. Et puis je tombe sur un exposant voilà, qui vendait plutôt du vieux, comme je vous dis avant. Et puis il avait un sachet un peu de congélation avec plein de pièces de monnaie dedans. Je trie, hop, je regarde ce qu'il y a. Il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Il y avait beaucoup de français, il y avait beaucoup d'italiennes, etc. Des pièces courantes, comme je vous ai dit, qu'on trouve beaucoup en France, hein. Donc il y avait beaucoup de ça. Et puis dans le sac, je trouve 10 centimes d'euros. Alors du coup, je dis au gamin qui a le stand avec son père, je lui dis tiens, regarde, il y avait 10 centimes d'euros dans le sac, je te les redonne. Du coup, le gamin il était super content, il dit papa, regarde, il y avait 10 centimes d'euros dans le sac, on a gagné ça et tout. Donc il était content, moi je continue à faire mon tri, je trouve, allez, 2 ou 3 pièces grand maximum dans ce qu'il y avait. Il y avait allez, quasiment un petit peu plus d'1 kilo de pièces. Donc il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait, 2 3 pièces. Et puis, je demande au monsieur combien il en veut, et le monsieur me dit, bah écoutez, j'y connais absolument rien, combien vous m'en proposez? Je suis, bah écoutez, là, je sais plus hein, ce que c'était, hein, c'était des pièces très courantes européennes, que j'avais pas, peut-être des trucs polonais ou je sais pas quoi, enfin c'était pas, il y avait pas de grande valeur. Et puis il me dit, oui, à la limite, combien vous me proposez pour tout le sac, parce que là, j'en ai marre de me travailler vide-grenier à vide-grenier, proposez-moi un prix pour m'en débarrasser. Et en fait, pendant que j'ai recherché, j'avais trouvé 10 centimes que j'ai donné au gamin, mais j'avais trouvé aussi une pièce de 2 euros dans le sac. Par contre, la pièce de 2 euros, je l'avais gardée avec moi, je ne l'avais pas donnée au gamin. Et du coup, je dis au vendeur, je fais bah écoutez, si vous voulez, allez, je vous donne 2 euros et puis je vous débarrasse de votre sac de pièces. Et le vendeur me dit ok, bingo, c'est pas de souci, vous me donnez 2 euros et vous repartez avec toutes les pièces. Donc en fait, les 1,5 kg m'ont rien coûté puisque j'avais trouvé la pièce de 2 euros dans le sac que je lui ai redonné. L'arnaque. Ouais, ouais, bah il l'a jamais su, hein, mais moi j'étais content, j'avais gagné un sac de pièces gratuitement. Lui il était content parce qu'il avait gagné 2 euros et 10 centimes, hein. Enfin, il pense avoir gagné 2 euros et 10 centimes, sauf c'est juste moi qui lui ai retrouvé dans son sac. Donc je pars avec ce sac-là, trop content, je raconte ça à mes copains, ils sont morts de rire et tout ça, ils me disent ah t'es un arnaqueur, etc. Et puis on va sur la fin du vide-grenier, on est prêt à partir, là pareil, je retombe sur une grosse caisse en bois, et là je crois qu'il y avait bien 2 kilos de pièces, voire même un peu plus. Donc là je commence à trier, mes potes ils en ont marre, ils disent allez vas-y dépêche, là on y va, bon, limite c'est arnaque. C'est ça, attends, c'est pas fini. Et du coup,
Et du coup, il y a la grosse caisse, et puis là, je trie vite fait, il y a deux trois trucs qui m'intéressent, mais c'est que de la française, que de l'italienne à foison. Et puis je dis au monsieur, ouais, combien vous vendez la pièce? Il y en a deux trois qui m'intéressent. Il me dit, ah, vous êtes intéressé là, proposez-moi un bon prix, et puis vous me débarrassez la caisse, vous prenez tout avec vous, j'en ai marre aussi de la trimballer, il y a un peu la même histoire que le gars d'avant. Et puis cette fois-ci, je crois que lui il me dit, je crois qu'il me dit 4 euros, 5 euros, je crois, la caisse. Je suis vraiment, ça fait cher, ça vaut rien. On négocie, enfin bref, à 3 euros, il me lâche la caisse. Et du coup, je récupère toute la caisse, il y avait au moins 3 kilos de pièces dedans. Donc pour 3 euros, j'avais bien 3-4 kilos de pièces. Et puis forcément, il y avait les pièces qui m'intéressaient, que j'avais repérées, mais je me retrouve avec plein de françaises et puis plein d'espagnols et d'italiennes sur les bras qui m'intéressaient pas. Mais bon, comme je les répertorie sur Numista, hop, je fais le tri, et puis c'est comme ça, par hasard, que je suis tombé sur cette 2 francs Morlon 1935, que j'aurais jamais trouvé ou acheté sur un vide-grenier, puisque je connaissais pas la date qui était rare, et puis c'est pas les pièces que je recherche sur des vide-greniers, parce que j'en ai déjà, et puis c'est pas ce type de pièces que je collectionne. Mais heureusement qu'en récupérant les deux gros lots de pièces de monnaie du vide-grenier, je suis tombé sur cette pièce-là. Et du coup, je regrette pas d'avoir un petit peu arnaqué les deux gars et puis d'avoir récupéré 3 kilos de pièces de monnaie, même si ça fait plus de poids dans ma collection que de valeur, mais grâce à cette pièce-là, ça prend un petit peu plus de valeur. Donc voilà la fameuse histoire de cette pièce de franc Morlon. Cachito et puis Captain Enclume qui était avec moi ce jour-là, ils s'en souviennent bien. Parce moi j'avais arnaqué ce fameux gars avec cette pièce de 2 euros là. Enfin bref. Et puis Cachito qui collectionne les cartes Yu-Gi-Oh! Il avait aussi arnaqué un peu les gamins en achetant des cartes avec beaucoup de valeur, mais qui l'a acheté pour que dalle. Bon, bref. Du coup on avait bien rigolé. Donc voilà la fameuse histoire de la 2 francs Morlon. Et puis des 4 kilos de pièces pour que dalle. Ça m'avait fait bien rire ce jour-là. Je vous montre l'autre côté pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Hop, pardon. Voilà, avec la fameuse Marianne un peu différente de d'habitude. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous parler? Ah oui, je vais vous parler d'une pièce un peu particulière aussi. Hop, c'est cette pièce-là. Alors c'est marrant parce qu'elle est dans son petit sachet que la dame m'a donné. Pareil, sur un vide-grenier dans un petit village perdu où il n'y a pas beaucoup d'habitants. Je fais un petit tour. Je trouve pas grand-chose que des pièces françaises, mais en toute petite quantité. Et puis des pièces pas forcément très intéressantes. Et je tombe sur une dame qui vend pas du tout de pièces, mais qui vend cette pièce-là. Donc c'est une pièce de Essen de 1861, c'est un Vereinthaler, voilà. Donc avec l'emblème de Essen devant avec les deux lions. Et puis l'autre côté c'est Ludwig III, voilà, de Essen, grand Kaiser de... Non, oui c'est ça, grand Herzog de Essen. Et cette pièce-là, donc je tombe dessus, là je me fais mince, je suis dans un pauvre village bien paumé et je tombe sur ces pièces-là. En plus, c'est des pièces, voilà, à l'époque, je commençais à collectionner les pièces allemandes, donc c'est des pièces qu'on trouve quasiment jamais, sauf sur internet ou sur des salons de numismates et pas sur des vide-greniers, qui est en argent, c'est une pièce en argent. Donc du coup, je commence à parler avec la dame, elle me dit ouais, j'ai fait des recherches, je la vends, je crois qu'elle la vendait 100 euros à l'époque, je fais bon, je prends en photo. Je l'ai pas acheté le jour du vide-grenier parce que je trouvais ça trop cher et puis en plus j'étais pas sûr, je connaissais absolument pas les cotations de ces pièces-là à l'époque. Donc je rentre chez moi, je fais des recherches, bon je vois qu'elles cotent pas trop mal sur des sites, mais beaucoup de mal à trouver des informations. Et puis en fait, je reparle un peu avec cette dame parce qu'elle a des contacts, on a une connaissance en commun. Donc j'arrive à un peu avoir contact avec elle après le vide-grenier et puis je parle un peu avec elle sur mes recherches. Elle veut pas trop baisser son prix parce que pour elle, elle vaut cher d'après les recherches qu'elle avait fait, mais bon, elle avait fait ça sur eBay. Et puis je lui demande un petit peu l'histoire de cette pièce-là et puis elle me dit ben j'étais en balade dans le village. Alors je sais plus il y a combien de temps, c'était il y a quelques temps, et elle me dit j'étais en balade et puis je vois un truc qui brille dans un mur en pierre et je m'approche et en fait la pièce, elle était coincée entre deux pierres d'un mur en pierre. Elle me dit du coup je l'ai récupérée et à mon avis elle devait être là depuis très très longtemps, cachée dans ce mur-là. Donc je trouve l'histoire un peu incroyable.
Et après, bon, l'histoire, c'est que voilà, mes parents ont recontacté cette dame sans me le dire. Ils me l'ont acheté et offert pour mon anniversaire, cette pièce-là. Donc, c'est un petit souvenir sentimental par rapport à mon anniversaire, etc. Mais je trouve aussi l'histoire vraiment originale de l'avoir trouvée dans un mur en pierre, comme ça, en se baladant. En plus, dans un tout petit village où il n'y a pas beaucoup d'habitants, je crois ils sont à peu près 200 habitants. Trouver une pièce allemande de cette date-là, c'est un truc un peu incroyable. Donc, malheureusement, on ne saura jamais la suite ou la vraie histoire de cette pièce-là, de qui l'a mis là, quelle période. Et je lui ai même dit, ah, vous vous souvenez où vous l'avez trouvé? Parce que souvent on mettait peut-être une pièce dans le muret, mais au pied du muret il y avait peut-être une boursée de pièces. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, une boursée, voilà, c'est une petite sacoche remplie de pièces, parce qu'à l'époque, on faisait ça. Quand on allait en ville, au lieu de se faire attaquer par des brigands ou se faire voler tout l'argent qu'on avait, on allait un petit peu plus loin dans les bois, on creusait un petit trou au pied d'un arbre pour cacher son argent, et puis comme ça on pouvait aller en ville sans se faire braquer et sans se faire voler son argent ou quoi que ce soit. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui se sont fait soit attaquer ou tuer en ville, ou alors ils étaient tellement bourrés parce qu'ils sont allés dans le bar du coin et qui se souviennent plus où ils ont planqué leur petite boursée après. Et c'est comme ça qu'on arrive à retrouver des vieilles pièces enterrées au pied des arbres ou au pied de murets. Ah, ça a coupé. Ou au pied de muret. Mais du coup, cette dame-là, je lui dis, ouais, vous savez pas où est-ce que vous l'avez trouvé? Elle me dit, ouais, je me souviens plus exactement où c'était. Et puis je crois pas, je crois que c'était bétonné au pied du mur. Donc on n'a jamais pu aller voir si au pied de ce mur-là, il n'y avait pas le reste de la boursée, qui aurait été super intéressant. Mais, euh, mais en tout cas, voilà l'histoire de cette pièce-là que je trouve aussi un petit peu sympa par rapport à sa provenance et puis de comment la dame l'avait trouvée. Donc n'hésitez pas, hein, si vous faites des vides-greniers, moi j'aime bien demander aux gens de comment ils ont trouvé la pièce. Alors des fois c'est des héritages familiaux, mais souvent vous avez vu rien qu'avec le coffret des JO avant ou celle-là, les gens ils trouvent des pièces un peu de façon un peu marrante, et puis moi j'aime bien connaître leur origine, et comme ça je peux de un vous la raconter après et puis la partager. Pieux de Swift, la dame l'a volé à un autre vendeur. Pas mal comme histoire. Ouais, après, moi, l'histoire que je vous raconte, quand c'est les gens qui m'ont raconté, voilà, je les crois entre guillemets sur parole, même si on sait jamais. Hein. Peut-être qu'elle l'a vraiment volé chez quelqu'un, peut-être que c'est un héritage familial qu'elle a pas voulu me dire, ou j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, moi, c'est l'histoire qu'elle m'a racontée. Bon, je trouve ça plausible en tout cas pour cette monnaie-là. Donc voilà, très très sympa comme petite monnaie que je garde toujours dans son petit sachet là je sais pas quoi, en une matière un peu spécifique qu'elle m'a tout donné. Donc du coup, je garde tout ça ensemble pour garder l'histoire de cette pièce. Alors, les vides-greniers, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, je fais un vide-grenier avec mes parents, mais un très très gros vide-grenier où il y avait pas mal de professionnels, où il y avait beaucoup beaucoup d'exposants. Je crois que pour faire tous les exposants, on était resté au moins 3-4 heures. Sachant que moi souvent je fais vite, hein, comme je vous dis, j'ai l'œil, et puis dès que c'est des trucs neufs ou d'enfants, je passe mon chemin, je regarde rapidement, et puis dès que c'est vieux, je m'arrête un peu, mais je vais assez vite. Donc là, sur un même vide-grenier, j'avais acheté cette pièce-là. Hop, faut que je regarde. Voilà, j'avais acheté cette pièce-là, celle-là, je remonte un peu, celle-là, hop, celle-là aussi, je sais même plus dans quel sens ça va, comme ça, voilà, et celle-là. Je vais essayer de vous les cadrer pour que vous voyez bien quand même, sinon je vais dézoomer. Donc j'avais acheté ces pièces-là. T'es déjà allé à la braderie de Lille? Non, j'y suis jamais allé. En plus, pourtant, j'ai de la famille qui est originaire du nord de la France, etc. J'ai plein de familles, plein de cousins et tout ça, et de tantes qui habitent là-bas. Mais non, malheureusement, j'y suis jamais encore allé. Et j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion, mais c'est en septembre, je crois, et malheureusement, moi, avec mon travail, le mois de septembre, c'est là où j'ai le plus de boulot. Et du coup, je peux pas me libérer pour aller à la braderie. Donc c'est un peu compliqué, mais un jour, j'aimerais bien y aller. C'est sûr, pour aller faire des bonnes affaires toute la journée.
Donc voilà, j'achète ces 4 pièces-là. Sur différents stands, là, j'avais acheté ces 3 pièces. Je crois que c'est 2 pièces sur un stand et celle-là encore sur un autre, donc sur 3 stands différentes. Pas trop cher, mais pareil, c'était au tout début que je collectionnais les pièces de monnaie. Ça, je savais que ça venait d'Éthiopie. Forcément, on reconnaît avec le lion. Voilà, là, c'est des roupies d'Inde, donc sous colonie anglaise. Et puis d'autres pièces un peu style asiatique. Bon, c'est des pièces chinoises. Donc je rentre chez moi, je fais des recherches, je suis trop content, je vois que c'est des pièces en argent, je les ai achetées à des prix corrects par rapport à ce que c'est. Donc je fais des recherches, hop, je les trouve, et puis bah, en fait, après en faisant le test de l'aimant, je découvre qu'elles sont aimantées. Ces trois-là sont aimantées. Donc du coup, c'est des fausses. Donc trop déçu que ça soit des fausses, et la pièce éthiopienne, je me dis, oh non, c'est pas possible que ça soit une fausse aussi. Acheter 4 pièces sur trois stands différentes et que ça soit des fausses. Alors bien entendu, j'ai acheté d'autres pièces sur ce vide-grenier là, mais qui étaient des vrais, hein, des plus petites pièces, en tout cas pas en argent. Donc je fais des recherches sur la pièce éthiopienne, je la trouve, je fais des comparaisons de poids, je fais des comparaisons de, de diamètre, ça tout correspond. Après je regarde les détails, bon, ça me paraît pas trop mal, et puis en fait bah, au fur et à mesure de mes recherches, je tombe sur des détails justement qui concordent pas, que ce soit sur l'écriture de la date, sur les détails sur la tête du personnage, sur la couronne, etc. Et du coup, je m'aperçois que c'est également une fausse parce qu'il y a trop de points qui concordent pas avec la vraie pièce. Et puis quand j'ai vu qu'elle était très très rare, c'était compliqué. Je me dis, bon, c'est quand même bizarre d'avoir trouvé une pièce. Alors c'est possible hein, d'avoir de la chance comme ça, mais il y avait trop de petits signes qui montraient que c'était un peu bizarre. Donc du coup, voilà, un seul vide-grenier, 4 pièces différentes et 4 fausses pièces. Donc là j'étais un peu déçu, hein, surtout que celle-là m'avait coûté quand même 13 euros je crois, et puis les trois autres c'était à 1 ou 2 euros pièce je crois. Donc voilà, un petit peu déçu, et puis j'ai refait une fois l'erreur sur un autre salon. Voilà, une pièce coréenne, je crois, non, chinoise aussi. Voilà, chinoise, des pays que je connais pas du tout, que je suis pas expert là-dedans, et du coup, bah, j'ai acheté cette pièce-là, et là aussi, c'est une reproduction moderne de vieilles pièces. Et après, j'aurais dû m'en apercevoir quand on voit les détails sur les yeux ou sur la finesse de la gravure, on voit que c'est un peu grossier. Et, euh, et du coup, bah, voilà, une fausse, mais trop tard, je l'ai déjà acheté. Ouais, exact, 30 albums. Depuis ces épisodes-là, je me trimballe avec un aimant sur moi, au moins comme ça je peux vérifier si elles sont vraiment en argent ou pas. Ça peut déjà éliminer pas mal de doutes rapidement pour savoir si c'est une vraie ou une fausse. Et ouais, malheureusement, ouais, il y a beaucoup de faux avec des monnaies asiatiques. Bah ouais, je l'ai appris bien après, quand le mal a été fait, entre guillemets. Et après, l'Éthiopie aussi, j'ai appris qu'il y avait eu beaucoup de faux de pièces d'Éthiopie, parce que c'est voilà, ils en ont pas produit beaucoup et c'est très recherché. Donc il y a eu beaucoup de faux faits par les pays asiatiques, la Chine, etc., qui sont les pros des fausses monnaies. Ils font des fausses monnaies de leur propre pays, mais au moins ils sont contents parce que ça se vend bien. Enfin bref, et ils gagnent beaucoup d'argent là-dessus. Donc faites attention sur les vides-greniers si vous achetez des pièces. Alors des fois, faut prendre le risque parce qu'on sait jamais, vous pouvez toujours tomber sur une pièce rare mais qui est vendue pas cher par quelqu'un qui connaît pas grand chose. Et des fois, bah, vous lui demandez d'où il l'a eu et lui-même ne sait même pas où est-ce qu'il a eu. Donc déjà quand la provenance il sait pas trop, c'est un peu louche. Mais bon, ça peut arriver, hein, des gens qui connaissent rien. Et puis bah là, quand vous tombez sur des trucs un peu trop gros, bah oui, il faut avoir de la chance de tomber soit sur des bonnes ou alors être plus expert que moi à cette époque-là et voir tout de suite que c'est des fausses. Mais bon, j'ai joué, j'ai perdu, je peux pas tout le temps gagner non plus, hein. C'est ça le jeu du vide-grenier. Donc voilà, petite morale aussi par rapport au nombre de fausses monnaies que j'ai achetées sur les vide-greniers. Sachant que voilà, en plus je vous montre pas celles que j'ai évitées, que j'ai reconnues qui étaient fausses. Mais que des fois on a un doute et on dit ah est-ce que c'était une vraie, c'était pas cher, si c'est une vraie, je vais peut-être le regretter. Et puis après quand tu rentres à la maison, tu dis ah ouais ça ressemble quand même bien à une fausse. Donc voilà, c'est pour ça que bon, c'est bien d'avoir internet sur soi, un petit aimant, un petit catalogue de référencement si vous avez sur ce pays-là. Mais bon là sur les pays asiatiques c'est compliqué d'avoir
comment dire, d'avoir voilà, un catalogue très détaillé de toutes les pièces. C'est beaucoup les françaises qu'on trouve en France donc, sur les catalogues. Donc voilà, par rapport aux histoires des fausses. Ensuite, il y avait ces pièces-là. Pareil, là j'étais avec Cachito et puis Captain Enclume, s'ils sont là. Enfin, Cachito, je crois qu'il est pas là, mais Captain Enclume, peut-être qu'il me regarde en scred, comme il le fait souvent. Donc celui-là, je vous l'ai déjà montré, hein, c'est un starter kit. C'est les kits qu'on achetait à la banque avant l'euro pour pouvoir avoir des pièces de monnaie tout de suite. Donc j'arrive sur un vide-grenier, je fais mon petit tour, et puis là je tombe sur un vieux papy qui vend des vieux trucs. Et puis il a un carton un peu bizarre, je regarde dans le carton, et dans le carton il a beaucoup de vierges, vous savez, c'est des petits comment dire, des petites vierges souvent en argent ou en métal assez brillant. Sur des chapelets, etc. Et souvent, il y a beaucoup de vierges qu'on trouve, pour ceux qui font les vides-greniers, je pense que vous savez de quoi je parle. C'est des petits médaillons de vierges, différentes tailles, différents saints religieux dessus. Et du coup, il y avait une boîte avec des chapelets, voilà, des petits médaillons de vierges, il y avait plein de trucs dedans. Donc je commence à fouiller, et puis là, je tombe sur ce kit de démarrage français de l'euro. Puis je lui dis au monsieur, je fais ah vous le vendez? Il me fait ah pardon j'ai pas vu, c'est des euros, non non je le vends pas. Je lui fais ah si si parce que moi si ça vous intéresse je vous l'achète, y a pas de souci. Il me fait ah bah oui si vous voulez mais bon vous me l'achetez au prix des pièces dedans. Lui il allait l'ouvrir et puis récupérer les pièces qu'il y avait dedans. Donc tout de suite je l'ai arrêté parce que moi je voulais l'avoir intacte. Donc du coup il y a 15,24 € de pièces dedans. Donc du coup, je sais plus, je lui fais bah écoutez, mettez de côté, je vais regarder ce qu'il y avait d'autre. Je récupère d'autres petites pièces pas très importantes. Je me souviens qu'il y avait cette pièce de 1 franc de Napoléon, mais vous voyez, on voit quasiment plus l'emblème de Napoléon devant, et puis derrière c'est bon, c'est très effacé aussi, hein, et encore là vous voyez bien le contour, mais la caméra c'est pas top. Et puis il y avait cette pièce là aussi. Hop. C'était un lira des États pontificaux. Voilà, hop. Je vais vous la mettre en plus belle. Voilà, 1967. Donc très très sympa, voilà. Avec le pape, je ne sais pas combien. Pi 9, voilà, c'est ça. Pi 9 dessus. Donc des petites pièces très très sympas qu'à l'époque j'avais pas du tout et que j'étais content de tomber dessus. Donc je lui dis oh bah écoutez, je vous prends ça. Alors je sais plus comment ça s'est magouillé parce que je me souviens plus exactement. Mais en tout cas, je me souviens que je lui avais donné 20 € pour le sachet, parce que je l'avais tout de suite payé pour qu'il me le donne, et qu'après je regarde tranquillement les pièces qu'il avait. Et du coup, il me rend 5 €, donc en gros j'ai gagné déjà 24 centimes sur le starter kit, donc je l'ai payé qu'à 15 € au lieu de 24. Et puis après, les petites pièces à côté, je me souviens plus combien je les avais achetées, enfin bref, pareil, j'avais fait un prix de gros, et puis ça me revenait à pas grand chose sur les pièces en argent et les pièces qu'il y avait. Donc voilà, je me souviens de ce papy-là. En plus, il avait à mon avis, il avait une maladie avec une malformation des doigts. Il avait des gros doigts très, très bizarres. Ça faisait peur. Ça faisait un peu comme des mains de monstre. Enfin bref. Mais le papy, trop, trop gentil quand même. Et du coup, cette histoire du starter kit, là, je me souviendrai toujours qu'il voulait le récupérer et l'ouvrir. Et puis moi, je fais non, 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 non. Donnez-le-moi. J'étais trop content de trouver ça. Je savais que c'était rare et que ça coûtait un petit peu d'argent en bon état. Donc du coup j'étais content de l'avoir au prix juste des euros. Et puis que je puisse l'avoir en plus à 15 € au lieu de 15,24 €. Donc j'ai gagné 24 centimes, même si c'est pas grand chose. Et puis que j'avais eu aussi 2-3 petites pièces à côté. Donc voilà pour cette petite histoire de vide-grenier là encore avec ce fameux sachet que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. 40 €, ouais c'est ça, ils gueulent. Les kits de démarrage, en gros c'est une quarantaine d'euros. Par contre je crois qu'il y a celui de la Finlande qui cote un peu plus, hein, il me semble. Il y a 2-3 pays comme ça qui cotent un peu plus, mais en gros les tout premiers pays européens, ça cote à 40 €.
généralement, sachant ils n'ont pas tous la même valeur d'euros dedans. On avait vu l'Allemagne, il n'y avait que 10 euros, je sais plus combien, enfin c'est un chiffre à virgule dedans. Il n'y a que 10 euros de pièces dedans, nous on a 15 euros, mais ils codent tous à peu près à 40 euros de ce que je me souviens sur les bouquins que j'avais vus. Mais oui, oui, merci Eagle pour l'info de la valeur, que je savais, mais demandez-moi si vous voulez. Finlande, Monaco et Microétat. Ouais, bah oui, forcément. Microétat et Finlande, ouais. Je me souviens que la Finlande, je crois que ça montait à 55 ou 60, je crois, un truc comme ça, pour les starter kits, mais bon, forcément, je suis pas sûr qu'il en reste beaucoup non plus. Ou alors pas difficilement trouvable en France. Puis même sur internet, des kits de démarrage. Ah ouais, t'en trouves, Trantol, du Luxembourg, toi? T'en as? Des kits de démarrage sur du Luxembourg? Mais ouais, c'est souvent pas. Enfin, c'est pas très connu pour la collection ou quoi que ce soit. Et la dernière que j'en. Attends. La dernière que j'en avais vue en vente, c'était dans un musée. Ok, j'en ai pas, mais la prochaine fois, j'en prends un. Ah, tu pouvais en acheter du coup dans un musée, c'est ça? Ou alors c'était exposé au musée? Mais ouais, si vous tombez sur les kits de démarrage, quitte à les payer un petit peu plus cher que la valeur en elle-même d'euros dedans, mais bon, si c'est quelqu'un qui connaît pas grand-chose, vous pouvez lui dire, écoutez, je vous donne voilà, la valeur au moins des pièces dedans. Si il a un peu peur, vous pouvez monter, voilà, vous dites, voilà, je vous l'échange avec 2 ou 5 euros supplémentaires que la valeur des pièces dedans. Le gars, il va être content, hein, il va se débarrasser de pièces d'euros, il va se faire une marge de 5 euros dessus. Donc il va être con, pour lui c'est tout bénef, et puis pour vous aussi, parce que derrière, voilà, ça cote à 40 euros à peu près en fonction de l'état, et bien sûr, il ne faut pas qu'il soit ouvert, ni qu'il manque de pièces, hein, mais faites bien attention à ça. Donc regardez si le sachet est bien scellé, si ça n'a pas été ouvert et puis refermé derrière. Mais, euh, mais bon, même la dernière fois, j'en avais racheté un français, un gars qui s'y connaissait plus ou moins ce qu'il faisait les timbres et les cartes postales, je crois, donc qui était plutôt un pro, et puis j'avais réussi à négocier un prix correct, une vingtaine d'euros, je crois, donc ça va. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, là pareil, une autre histoire de vide-grenier, ça va être la dernière sur les vide-greniers. J'étais au boulot, donc je travaillais dans un club de handball. Et puis ça faisait très longtemps que je commençais à être en cours comment dire, en cours de boîte pour ranger mes pièces. Donc comme je vous avais montré la dernière fois, j'achetais avant des boîtes un peu de bricolage ou pour les pêcheurs avec des compartiments réglables et tout ça, avec des petits compartiments dans des boîtes en plastique pour mettre les différents pays dedans. Mais bon, je ne retrouvais plus déjà dans les magasins de bricolage, c'était soit trop haut, donc moi ça sert à rien que ça soit des casiers trop hauts, parce que bon, ça sert juste à empiler. Puis je voulais des petits compartiments qu'on puisse régler, etc. Bref, je trouvais pas ce qu'il me fallait. Puis je voulais des petites boîtes, pas des sortes de grosses mallettes ou des gros casiers qui prennent de la place avec une poignée, etc. Donc je me dis tiens, il faudrait que je regarde, j'avais regardé sur Leuchtturm, mais bon Leuchtturm c'est assez cher et puis c'est pas forcément ce qui me plaisait le plus parce que c'était un type de rangement, voilà, soit en classeur, soit en étagère, etc. Enfin bref. Donc du coup je passe là-dedans, mais ça faisait déjà quelques temps que je cherchais des types de rangement pour mes pièces. Et aussi pour mes billets, j'avais mis dans un portfolio mes billets, mais bon, une feuille, enfin une pochette de feuilles A4 pour deux billets dedans, c'est pas très rentable, ça prend plus de place que ça stocke de billets. Et puis bah, pour mon club de hand, on décide d'organiser cette année-là un vide-grenier du club de handball pour gagner de l'argent pour l'association. Donc on organise ça, moi je me dis tiens c'est bénef, je vais être dans comme je suis obligé de me lever pour organiser le vide-grenier, je vais être dans les premiers aussi à aller voir sur les stands et puis je vais voir s'il y a 2-3 pièces de monnaie qui traînent, ça va être cool. Et puis je trouve donc je fais mon tour, il y a un vendeur de pièces, je lui achète 2-3 pièces, hein, mais bon, des pièces, voilà, qui n'ont pas une grande histoire très intéressante. Et puis je tombe sur une dame, et là je vois au loin des belles boîtes en bois et puis des petits calepins. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Tac. Donc les boîtes en bois, hop, je vais dézoomer, ne vous inquiétez pas. On va refaire le point.
Donc les boîtes en bois, là, c'est ce que vous avez vu. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq. Ça fait la mise au point, ne vous inquiétez pas. Ça va arriver, j'espère. Voilà, bon, c'est flou, mais c'est pas grave. Donc voilà, cinq boîtes en bois comme ça. Donc, vous voyez, elles sont pas très épaisses. Vernis, avec une petite dorure là, avec des trucs marqués en allemand. Et puis 5, non combien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 6 calepins comme ça. Un petit calepin, pareil, marqué en allemand, avec des trucs. Et en fait, quand vous ouvrez dedans, c'est des pièces de monnaie. Je lui dis, mais pourquoi vous avez ça? C'est bizarre. C'est des, voilà, il y a une pièce de monnaie, la présentation qui est écrite en allemand, et c'est une sorte de certificat d'authenticité de pièces de monnaie. Et il y avait, et dans tous les calepins, il y avait donc ces petits certificats. Et puis vous voyez, ça fait des pochettes plastiques que vous pouvez tourner dans des jolis calepins avec une petite dorure sur les thèmes des collections. Et puis à l'intérieur des casiers, donc je vais vous montrer, bon là je les ai remplis depuis, hein, mais donc là j'ai mis des pièces en argent. Plein de petits casiers comme ça, un petit peu feutrés, comme style Leuchtturm. Et pareil, là je reconnais tout de suite les emplacements des pièces de monnaie parce que c'est les formats des cartons, pour ceux qui connaissent, format de carton. Et puis je vois tout de suite que c'est fait pour les pièces de monnaie, et puis c'est des jolies petites boîtes, mais elles sont toutes vides. Il y a rien qui est rempli à part les calepins avec justement toutes les feuilles qui présentent les pièces de monnaie et les certificats. Et en plus, c'est des pièces en argent, des pièces en or. Il y avait des séries. Bon, là, c'était truc autrichien. Je vais vous montrer les autres. Hop, autrichien. Là, c'était il y en a un bleu sur l'Union européenne. Là, c'est les rois et kaisers allemands. Ensuite, c'était les pièces du monde pièces du monde. Ça, c'était sur Euro de football. Vous voyez là, hop, Euro de football. Et puis là, un petit calepin allemand. Parce que j'étais dans un club en France qui était pas loin de la frontière allemande. C'est pour ça que c'était tout en allemand. Et là, je parlais avec la dame, je lui dis, mais comment ça se fait que vous ayez tout ça là? Vous êtes collectionneur de pièces de monnaie parce que vous avez des trucs pour les pièces et tout ça. Et elle me dit, bah figurez-vous, en fait, je me suis fait. C'était une collection qu'on avait achetée avec mon mari il y a quelques temps et tout ça. Sauf que je me suis fait cambrioler il y a quelques années et que j'ai toutes les boîtes où il y avait les pièces dedans. Et en fait, si vous voulez, les boîtes correspondaient, il y avait les pièces dedans, et puis elle avait justement ces calepins-là, avec. Tu viens de quelle région en fait? Attends, je te réponds après. Et du coup, là, je vous montre, là, c'est tous les certificats d'authenticité des pièces donc, que j'ai enlevé des calepins, mais vous voyez derrière, hop, il y a les photos des pièces, etc. Je vais même vous montrer, je crois qu'il y a des pièces en or. Ça c'est truc du foot. Voilà, il y a celle-là. Et il y a pas mal de pièces en or et c'est tout or et argent. Mais putain, il y avait une sacrée collection. Et elle me dit, ouais, on s'est fait cambrioler il y a quelques temps avec mon mari et ils ont pris les pièces, mais pas les boîtes. Donc du coup, j'ai les boîtes qui ne servent plus à rien. Et là, je lui dis, bah bingo, moi je suis à la recherche depuis un certain temps de beaux rangements pour mes pièces, je vous les achète. Et je sais plus, alors je crois elle m'avait fait à peu près 2 euros pièce pour les boîtes, et puis 1 euro pour les calepins, puis j'avais renégocié, j'avais regagné encore 2-3 euros dessus. Et du coup, en plus, ce qui était cool, c'est qu'avec les boîtes là, donc là vous avez plutôt des petits rangements, et puis 2 rangements à carton là. Et après, j'ai d'autres boîtes. En fait, chaque boîte quasiment avait un type de rangement différent. Là, vous voyez, bah là c'est pareil. Ça, c'est pour les américaines. Et sinon, il y en a. Voilà. Et puis là, c'était spécial que pour des plus grosses pièces à carton. Donc à chaque fois des différents rangements à l'intérieur. Donc moi, ça m'intéressait trop. Et du coup, je récupère ça chez la dame. Moi, je lui dis, je suis désolé pour votre collection que vous êtes fait voler votre collection, mais moi, je vais être content de récupérer ça parce que donc je lui explique que je suis collectionneur et que elle me dit bon bah écoute, je suis content que ça va vers toi et que ça soit utile. De toute façon, faut que je m'en débarrasse, moi je peux plus rien faire avec. Et puis elle trouvait pas de vendeur parce que c'était des trucs, bah ça c'est des rangements quand même très spécifiques pour les pièces de monnaie, donc on peut pas forcément y mettre grand chose d'autre à part des pièces de monnaie. Et du coup pour les classeurs, bah, ce que je me suis fait, c'est que je me suis fait voilà, des classeurs, donc j'ai mis une petite en tête, là c'est tous les billes allemands.
Et puis je me suis fait voilà, des classeurs pour tous mes billets à chaque fois par thème. Donc j'ai un classeur pour les billets allemands, un classeur pour les billets du Lyon, un classeur pour les billets français, etc. Comme ça me met les billets déjà plus en valeur. Et puis ça me prend moins de place qu'un grand truc de feuilles A4. Donc voilà, j'étais refait ce jour-là de trouver ça. Un petit peu déçu pour la dame, mais j'aurais bien aimé avoir sa collection parce qu'elle avait quand même des sacrées pièces. Hop, tac tac tac. Et puis je sais pas ceux qui se souviennent, j'ai une grande caisse de feuilles, pour ranger mes pièces et dedans, je vous avais dit, c'est des trucs de bureau où on range les papiers. Et ça, c'était sur le même vide-grenier que j'avais eu à 2 euros et que j'ai. Vous voyez là, la feutrine, c'est le reste. Voilà. Par exemple, ça, c'est mon tiroir. C'est mon tiroir allemand. Et puis, je me suis récupéré de la feutrine que j'ai découpée. Hop, je me suis fait des petits cahiers comme ça. Et ça, pareil, je l'avais eu sur le même vide-grenier pour 2 euros. Bonne affaire. Et pour répondre à Eagle, alors je vais pas te dire d'où je viens parce que je veux pas trop qu'on sache à quel endroit j'habite, etc. Pour éviter justement des problèmes de cambriolage ou des gens qui seraient mal intentionnés sur internet. Mais en tout cas, voilà, je suis pas très loin. Enfin, avant quand je travaillais, j'étais en Moselle. Là que je te parle du vide-grenier, j'étais en Moselle. Donc, et puis sinon, je suis plutôt proche de la Suisse. Voilà, je vais t'indiquer un petit peu. Si tu veux, je pourrais te répondre en privé ou sur le Discord si tu veux avoir plus d'infos, mais en tout cas, je te le dirai pas sur Internet, en live. Comme ça. Ah, salut Akina! Ça a été tes partiels lundi là, en fait? Donc voilà pour les anecdotes de vide-grenier. Je vais vous raconter 2-3 anecdotes sur les salons de numismat que j'ai fait. On est voisins en tout cas. D'accord, écoute, à la limite si tu veux on parlera sur le Discord, tu me diras d'où t'es. Tu me diras d'où t'es exactement et puis je te dirai aussi. Parce que si t'es pas trop loin, on pourra peut-être se faire des échanges plus facilement. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, c'est ça. Non. C'est ça et ça. Du coup, oui, j'étais allé en Moselle, pareil, en Moselle où je travaillais avant. Oui, au top, j'ai réussi. J'ai réussi, mes profs m'ont dit les portes du bachelier te sont ouvertes, je suis trop content. Ah, tant mieux, tant mieux. Parce que sinon, si à cause de moi, t'aurais loupé ton épreuve parce qu'on a fait l'identification de tes pièces et que t'aurais loupé, je m'en serais un peu voulu. Donc, oui, en Moselle, j'avais souvent, il y avait un club de numismates, du coup, j'y allais souvent leur acheter des pièces. Bon, alors voilà, il n'y a pas forcément d'histoire très intéressante, mais la dernière fois que j'y suis allé, je suis tombé sur un papy allemand, forcément, il venait d'Allemagne comme c'était juste à la frontière, je vous les ai montrés la dernière fois, Trantal il s'en souvient, il les avait identifiés, voilà, c'était une 10 centimes essai Napoléon, et puis avec deux essais de penny model anglais. On va faire la mise au point. T'inquiète pas, je dois t'envoyer encore les pièces, c'est juste que je suis chez mon compagnon. Ouais, t'inquiète, j'ai pas eu le temps de m'y repencher non plus sur tes pièces. Mais on fera ça la prochaine fois, t'inquiète pas, c'est pas urgent. Donc ces pièces-là, pareil, un petit papy. Normalement, c'est des gens qui sont vraiment habitués, donc ils ont des gros stands. Et comme je vous ai raconté un peu une fois, eux, ils ont acheté beaucoup de choses dans leur vie, puis maintenant ils se focalisent sur un certain type de collection, donc ils vendent plein de choses. Puis c'est tout bien trié dans des classeurs par pays. Enfin bref, ils ont des super belles collections et présentations avec beaucoup de trucs différents. Et puis au bout d'une table, il y avait un papy, il n'y avait pas grand chose, il avait 2-3 pièces sur la table, un petit classeur. Et du coup, je vais le voir, je dis qu'est-ce que vous avez? Je parle un petit peu avec lui, je parle en allemand parce que lui il parlait pas trop français, donc je parle en allemand directement avec lui. Et puis il me montre ce qu'il avait, et il montre ces 3 pièces-là qu'il avait dans un calepin. Je fais tiens, c'est marrant, c'est quoi ces pièces un peu bimétalliques? Il y a marqué essai dessus One Penny Model pour les anglaises. Tu vois, il y a un truc où c'est marqué d'autres non, il y a des numéros un peu bizarres dessus. Enfin bref, c'est les référencements à lui. Et puis sur la Napoléon, il n'y a absolument rien noté à part la date au crayon de papier, quoi.
Et du coup, je me pose des questions. Je lui dis, tiens, vous avez ça eu où? Qu'est-ce que c'est? Il me fait, bah, je sais plus, je me souviens plus. J'ai acheté ça il y a très très longtemps. Je me souviens juste que j'avais acheté, qu'il avait acheté quoi? Alors, je sais plus ce qu'il m'avait dit. Je crois que c'était 100 € les trois, je crois, un truc comme ça. Il m'avait dit, j'avais acheté ça. Il se souvenait juste du prix. Et du coup, je commence à parler. Puis ça m'intrigue quand même beaucoup ce type de pièce, tu vois. Je me dis, tiens, est-ce que c'est pas des essais anglais? Ça va peut-être coter assez bien. Après, la Napoléon, je connaissais pas du tout cette pièce-là, donc je vais discrètement sur mon téléphone regarder un petit peu ce que je trouve. Je trouve pas grand-chose sur Numista sur le niveau prix. Après, la Napoléon, je la trouve sur CGB à des grosses cotations de vente. Tu as trouvé la pièce tunisienne qui avait pas la date. Ouais, ouais, en fait, la pièce tunisienne, elle existe bien dans l'année qui a, 1921, je crois que c'était. C'est juste que sur Numista, ils ont pas mis la date. Mais elle existe bien, elle est pas rare du coup pour la tunisienne. Et du coup, je commence à regarder sur internet, puis ça m'intéresse, sauf que j'avais pas. Je crois que le papy m'en demandait du coup 100 €, le prix qu'il avait acheté pour les trois. Et je commence à calculer, je me dis, bon, celle-là, elle est largement cotée au-dessus de 100 €, donc à la limite, elle va pouvoir me rembourser les deux autres à côté si je l'achète. Mais bon, j'avais pas non plus tant d'informations que ça, et c'était un peu un coup de poker. Du coup, bon, je regarde, je réfléchis, je fais des tours, je vais récupérer de l'argent parce que j'avais pas assez pour l'acheter. Puis en fait, j'ai acheté du coup les trois pour 100 €. Donc je pense que ça le vaut largement, parce que celle-là, bon, j'ai pas de cote exacte. Euh, Ton live bug un peu. On a des retours sont bizarres. Ok. Attends. Je vais à la limite mettre un peu moins fort. Est-ce que les autres ça va ou c'est que Akina? Parce que des fois c'est aussi que certaines personnes en fonction de vos débits internet. Dites-moi. Donc du coup, voilà, j'ai pris le pari d'acheter ces trois pièces pour 100 €, sachant que celle-là j'avais eu des grosses cotes pour la 10 centimes, même si bon, je me suis pas repenché dessus depuis. Mais bon, je sais qu'en tout cas, j'ai amorti mes 100 €. Mais en tout cas, c'était un peu tendu. Ah, moi aussi. Ben, sinon, je peux essayer de me brancher autrement par câble. Idem. Ah, désolé pour la petite coupure. Ah, je reconnais ce pseudo là. Merci Quentin pour le follow. Écris dans le chat si t'es là. Hello. Est-ce que tout le monde est revenu du coup? Désolé pour le. Désolé pour la coupure, je m'en doutais, parce que j'ai essayé une nouvelle façon de me connecter, mais c'est pas le top. Bon, bah si tout le monde est revenu, tout le monde. Bon, bah si tout le monde est revenu, à la limite, je continue. Désolé pour cette petite coupure. Bref. Et bah, je vais vous raconter une dernière fois la petite histoire de. Vous vous souvenez du coffret des JO de Moscou là que j'avais acheté chez un papy? C'est bon. Bon, bah tant mieux si ça va mieux. Donc les JO de Moscou, que j'avais eu pareil dans un salon de numismat en Moselle, que j'avais acheté, donc je parle beaucoup avec le papy, je tombe sur ça, je vois, il est superbe le coffret, en plus bah, moi je commençais ma collection sur sur le sport, sur les pièces de monnaie, le sport, etc. Donc hop, il avait ce coffret-là, je vais vous le montrer quand même. Hop, là c'est sur les roubles qui correspondent aux différentes villes des épreuves, mais bon je vous l'ai déjà montré. Et puis il me dit ouais si t'achètes ça j'ai un petit cadeau pour toi. Sachant qu'il y avait d'autres pièces qui m'intéressaient et tout, je lui fais ah bon qu'est-ce que vous allez me faire comme cadeau? Il me fait ah bah tu verras j'ai un cadeau pour ça. Et du coup hop il m'offre, je vous l'avais montré la dernière fois quand on avait parlé de sport, il m'offre le fanion justement des JO de Moscou qu'il avait eu avec, ou qu'il avait récupéré sur un autre vide-grenier qu'il avait acheté, et du coup il m'a offert le fanion pour compléter entre guillemets le lot et que ça correspondait super bien, donc j'étais trop content. Il était trop sympa, pareil, un petit papy qui collectionnait plein de pièces, il avait plein de belles pièces, bon j'ai pas tout acheté malheureusement, mais il avait beaucoup beaucoup de jolies pièces, vraiment de belle qualité, et du coup il m'avait offert le petit fanion en surprise avec le coffret et qu'il gardait secrètement, donc une belle petite histoire, je m'en souviendrai souvent de ce papy. Hop. Euh, Ensuite, donc ça c'est bon. Bah ouais, ah c'est bon.
Je vais vous raconter aussi les histoires de cash converteurs que j'ai eues. Parce que, donc pareil, comme je vous ai dit, j'étais dans le nord de la France pour voir ma famille. Mon père devait passer sur un cash converter pour acheter un truc, je ne sais plus ce que c'était. Et puis je l'accompagne, je me dis tiens, je vais regarder des jeux vidéo en même temps pour la console. Ils font des jeux pas très chers, j'achète quelques jeux. Et puis à la caisse, il y a forcément la partie bijouterie. Et je regarde et là, il y a un Napoléon, je crois. Il y avait un Napoléon à 20 francs ou 10 francs Napoléon en or. Et puis à côté, il y a une petite pièce en or. Je me dis tiens, c'est quoi cette... Ils vendent des pièces à cash converter, j'étais super étonné. Et il y avait cette pièce-là. Hop, moi je vais zoomer, ça sera quand même mieux. Hop, je vous refais la mise au point. Donc il y avait cette pièce-là, donc c'est... qu'est-ce que c'est déjà? C'est de Hambourg, c'est combien de marques? C'est 10 marques de la ville libre de Hambourg, que je me dise pas de bêtises, la date, 1898. Donc voilà, je vois cette petite pièce-là, je me dis mais comment ça se fait que Cash Converter ils aient une pièce en or de la ville libérée de Hambourg dans le nord de la France, et puis bon, je négocie, enfin je parle, ils me disent oh c'est quelqu'un qui nous l'a vendu, on l'a acheté, tout ça, enfin bref, en gros au poids de l'or quoi. Et puis je négocie, et puis le gars il me la vend à 120 euros, je crois, ce qui était le prix de l'or. Il me le vend au prix au poids, et du coup, elle vaut plus, hein, forcément, un petit peu plus. Comme il y a la valeur historique et numismate en plus, hein, que lui connaissait pas. J'espère que tout le monde est revenu, là je vois qu'il n'y a que 3 spectateurs par rapport à tout à l'heure, mais bon, pas très très grave sinon. Je sais pas si tout le monde normalement rafraîchissait la page, mais on était un peu plus. Bref, c'est pas très grave. Et en gros, voilà, j'achète cette pièce-là, première pièce en or que j'achète de ma vie, entre guillemets, et puis en plus dans un cash converter, un truc vraiment un lieu insolite. Et puis comme je vous ai raconté, j'ai racheté, je suis allé dans un autre cash converter qui est plutôt proche de là où habitent mes parents. Et puis je vous les avais montrés pour les tout premiers qui étaient là sur les lives. Voilà, une série sur les navigateurs et explorateurs du monde. Pareil, ça c'est des pièces que j'ai achetées à Cash Converter. Euh, Totalement pareil dans la vitrine côté bijoux. Donc il y a Corée du Nord pour celle-là, il y a les îles Cook, les îles Salomon et Fidji pour les pays qui ont fait les pièces. Pareil, des petites pièces en argent, très très fines. Et super surpris de tomber là-dessus à Cash Converter. Je les ai achetés 9,99€ pièces. Donc autant vous dire pas grand-chose pour les pièces que c'est, puisqu'elles sont tirées à faible exemplaire. Et puis sur le même cash converter, je crois que j'y retourne. Il y avait plein de pièces, donc j'ai acheté. C'est mon père qui m'a acheté celle-là à distance. Et j'y retourne la semaine d'après, parce qu'il y en avait plein d'autres, des colorés. Et du coup, j'y retourne et puis j'achète pareil pour 9,99€. Ces 4 pièces-là, là, issues des merveilles du monde antique, et qui sont des îles Palo. Voilà, en mode coloré. Donc cash converter. Bon, si vous en avez un près de chez vous et que faites-y un tour, parce qu'ils ont parfois des pièces de monnaie, et en plus, les prix sont quand même très très intéressants pour ce que c'est, mais faites attention de ne pas tomber sur des faux. C'est possible de tomber quand même peut-être sur des faux, mais en tout cas, voilà. Hop. Moi j'ai eu de la chance de tomber là-dessus 2 fois. Perso, j'ai trouvé des pièces en argent chez Emmaüs pour que dalle, 70% de la valeur d'argent. Ah oui, oui. Chez Emmaüs, j'y ai déjà pensé. Mais j'y suis jamais allé. Mais ouais, ça, on m'avait dit aussi qu'à Emmaüs, ils en avaient de temps en temps des pièces, mais je suis jamais allé chez Emmaüs. Écoute, Eagle, un jour, il faudrait que j'essaye aussi. Il faudrait que j'essaye d'y aller voir s'ils en ont. Mais voilà, bon, Cash Converter. Après, je sais qu'il y a d'autres marques qui le font pas, hein. Par exemple, Easy Cash ou des styles de magasins un peu comme Cash Converter. Je crois que d'expérience, ils ont un petit rayon bijouterie, mais ils n'ont jamais eu trop de pièces. Alors que Cash Converter, ça fait quand même 2 fois que je rentre dans un Cash Converter, ça fait 2 fois que je trouve des pièces. Donc, mais ouais, j'essaierai Emmaüs Eagle. Faudrait que j'y pense à aller voir ça. Non, je les ai mis où mes pièces? Attention. Tu peux me dire ce que c'était comme pièce ou pas, Eagle? Ou, enfin, je sais pas si tu te souviens.
qu'est-ce que c'était comme type de pièce en argent ou quel pays. Donc voilà, cash converter, bonne planque. Bon, après voilà, surtout que je pense pas qu'il y a beaucoup de numismates qui sachent qu'à cash converter ils vendent des pièces, donc si vous y allez, à mon avis, vous allez être un peu les seuls. Et puis comme les vendeurs ils connaissent absolument rien aux pièces de monnaie, souvent ils achètent à un prix et puis ils se font un petit bénéfice dessus quand même, hein, pour pas qu'ils y perdent, hein. Forcément c'est un magasin qui doit tourner. Mais en tout cas, même vous pouvez vous faire une marche. Turin et Semeuse en majorité. Ok, ouais, de la française quoi. Ouais, bah si en plus tu l'achètes à 70% de la valeur de l'argent, t'es bien, hein. T'es bien, tu fais un bon truc. Là, du coup, je vais vous parler plus de pièces à valeur sentimentale, dont des histoires, mais plutôt sentimentales par rapport à ça. Hop, on va mettre différents trucs. Alors déjà, j'ai eu des... Comment dire, j'ai eu plutôt en héritage mes grands-parents qui m'ont donné des pièces. Donc comme ils savaient que j'étais collectionneur de pièces, bah, ils en ont retrouvé chez eux et ils me les ont gentiment offert. Donc ça, c'est les 2 pièces de 50 francs Hercule. Hop, voilà, donc ça, c'est des pièces, je dirais pas courantes, mais c'est des pièces qu'on retrouve quand même facilement en France. Et c'était des grosses pièces d'argent de 50 francs à l'époque, hein, qui valaient quand même assez cher. Donc mon grand-père en avait 2 et puis il me les a donnés. 1870 et 1900, pardon, 77 et 78 pour les années, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, il me les a donnés en très très bon état, pas du tout, pas trop usé, pas un petit peu de rayures, mais franchement vraiment en bel état. Donc voilà, c'est plus des pièces sentimentales qui me rappellent mon grand-père que autre chose, hein, mais c'est comment je les ai eues. Donc voilà pour les 2 pièces de 50 francs. J'ai eu exactement la même chose avec mon autre grand-mère de l'autre côté de la famille qui m'a offert une 5 francs, et celle-ci de 1873. Voilà, 5 francs Hercule aussi. Un peu plus usée parce qu'elle est un peu plus vieille, hein. La 80 est rare, ouais, mais moi je l'ai pas. Donc la 5 francs 1873, voilà, avec le A. Donc très jolie pièce aussi en argent, hein. Et voilà, grosse valeur sentimentale aussi qui me rappelle ma grand-mère. Là, mon grand-père m'avait offert plein de médailles, toutes ces doubles de médailles de la guerre d'Algérie qu'il avait fait. Et dedans, il y avait ce jeton-là en argent commémorant la guerre d'Algérie. Je sais plus quelle année. 62 apparemment, ancien combattant. En bref, hommage aux anciens combattants de la guerre d'Algérie. Voilà, petit jeton, une médaille en argent, donc pareil, plutôt sentimental qui me rappelle mon grand-père. Et puis une fois, ma grand-mère me dit tiens, tu serais pas intéressé, j'ai un vieux porte-monnaie pour toi. Je lui dis merci mamie, t'es gentil, mais bon, arrête de me donner des vieux trucs, c'est pas. Je m'en fiche un peu. Donc, du coup, elle me ramène comme ça un vieux porte-monnaie en cuir, euh, voilà, qui a rien de spécial. Et puis je l'ouvre, et dedans, sur quoi je tombe? Elle est sympa, la médaille garde d'Algérie. Ouais, c'est joli, hein. Mais elle est répertoriée sur le Numistan en plus, donc c'est pour ça que je vous la montre. Et puis elle est en argent. Souvent, c'est des trucs de la monnaie de Paris qui sont pour en argent, mais celle-là, elle est en argent. Et du coup, j'ouvre le porte-monnaie, et dans le porte-monnaie, je trouve quoi? Bah, des billets de 20 francs. Donc je trouve celui-là qui est un peu usé, avec qui en est, etc. Je me dis, bon, c'est cool, au moins ça me fait un billet. Moi, je collectionne pas les billets, mais ça me fait mes premiers billets français. Et en fait, dedans, il n'y en a pas qu'un seul, mais il y en a 3, dont 2, mais en tout neuf. Voilà. Et ils sont sous plastique, hein, je les ai mis sous plastique, ils sont tout neufs. Il n'y a pas une pliure, il n'y a rien, il y a pas. On voit ils sont sortis de la banque et ils ont été tout de suite mis dans le porte-monnaie. Celui-là, c'est pareil. Voilà, 2, mais billets vraiment tout neufs. Ils ont eu juste une légère pliure au milieu, mais ça se voit quasiment pas. Et puis ils ont deux petits trous, je crois qu'ils ont un trou là, voilà, un là et un là. En tout cas, ils sont dans un état sublime. Donc grosse surprise, là j'étais trop content que ma grand-mère elle me donne ça et qu'elle me trouve un porte-monnaie avec 3 billets français, enfin 3 billets de 20 francs dedans, surtout 2 en parfait état, ce qui est pas très courant de les trouver en état neuf, du moins. Donc là, j'étais refait. J'étais trop content que ma grand-mère m'offre ça.
D'ailleurs, enfin, je sais même plus combien ils cotent les billets de 20 francs en état neuf. Je crois que ça monte à une vingtaine, quarantaine d'euros, je crois, pour ceux-là, hein. Bon, c'est pas non plus foufou, mais en tout cas, j'étais bien content de trouver ça. Tac, tac, tac. Ah oui, je sais qu'il y a Kachito qui va voir le live. Alors, je sais qu'elle se trouve assez facilement quand même en neuf. Ah ouais? Bon, bah ok. Mais tu vois, moi, bah, après, je regarde sur les vides-greniers. Sur les vides-greniers, je trouve souvent sur des vieux billets un peu usés, mais ouais, peut-être qu'en neuf. Après, c'est des billets récents, hein. C'était, là, j'ai vu 95, donc c'était pas. C'était un peu avant l'euro. C'est pas des vieux billets français non plus, c'est les nouveaux francs, quoi. Cachito, il m'avait offert cette pièce-là. Il avait un tas de pièces de monnaie, j'avais regardé ce qu'il y avait dedans, et du coup, il y avait une 5 marques en argent, pièce courante allemande avant l'euro, mais qui m'a gentiment. Ouais, ce sont les derniers 20 francs, ouais, c'est ça. Google. Et du coup, il m'avait offert cette pièce-là, voilà, gratuitement, parce qu'il sait que je collectionne, et puis en plus, c'est une pièce en argent, comme j'aime bien les collectionner. Donc voilà, une 5 marque de 1951. Donc Cachito, quand tu regarderas le live en diffusion, merci encore de ton petit cadeau, j'ai toujours ta pièce. Je sais que c'est ta pièce que tu m'as offerte. Et puis, bah, là, pareil, une pièce sentimentale. C'est une 10 marques, non 5 marques, pardon, allemande, sur la cathédrale de Cologne, la commémoration de la construction de la cathédrale de Cologne. Pareil, parce que j'ai habité donc, à côté de Cologne, donc je suis très attaché à cette ville-là. Et puis en plus, c'était dans un magasin de pièces au pied de la cathédrale où j'allais souvent acheter des pièces de monnaie quand je retourne en Allemagne. Dans un tout petit magasin un peu bizarre. Et il me faisait toujours des bons petits prix. À chaque fois, il dit: Ah, vous venez de France et tout, c'est cool. Il essayait de me parler en français. Et puis il avait des pièces bien sympas. Donc voilà, ça me rappelle le magasin à côté de la cathédrale de Cologne et puis l'ancienne ville où j'habitais. Voilà, c'est pour les 400 ans, je crois que la fin de construction. Euh, Non, les 100 ans. Les 100 ans de la fin de construction, voilà, de la cathédrale de Cologne. Bref, voilà deux petites pièces allemandes qui me font penser à Cachito et à l'Allemagne. Et puis là, je vais vous montrer du coup d'autres pièces particulières qui datent de mon dernier road trip. En fait, donc j'ai fait un road trip à travers l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Et en Autriche, je suis allé à Halle en Tyrol. Et en fait, Halle en Tyrol, c'est le berceau de la monnaie autrichienne. Donc c'est là ont été produites les monnaies autrichiennes début du Moyen Âge jusqu'à je sais plus quelle année, puisqu'après l'atelier ont été bougés. Et donc il y a forcément un musée qui explique toute l'histoire de la monnaie autrichienne et puis de l'Europe, puisque c'est les Autrichiens qui ont lancé les talons sous les monnaies en argent, puisqu'avant tout, les étalons de monnaie étaient en or, et eux, ils ont lancé en argent, avec un référencement de poids pour que l'Europe fasse exactement les mêmes pièces avec le même poids d'argent, pour qu'il y ait une équivalence de taux de change quand on traversait l'Europe et qu'on voulait échanger avec d'autres pays pour de la matière ou l'e-commerce. Donc ils ont inventé ça, que je savais pas, mais c'est très bien expliqué dans le musée. Et puis c'est eux aussi qui ont commencé à produire les pièces en grande série, puisqu'avant c'était beaucoup de la frappe. Donc c'est-à-dire c'était des instruments de frappe où on plaçait voilà, un rond de métal, et puis qu'avec la frappe ça imprimait le détail de la pièce recto verso sur le bout de métal, sauf que eux, bah, ils ont inventé une machine qui permet de produire en continu des pièces de monnaie. Donc, je vais vous montrer les pièces que j'ai achetées au musée. Alors forcément, c'était des reproductions de pièces d'époque. Donc il y avait cette pièce-là, hop, voilà. Donc là, elle est en cuivre. C'est voilà, c'est une pièce commémorative de l'époque voilà, de l'étalon argent que j'ai frappé sur une vieille machine. Et puis, je vais vous montrer ça. Je vous parlais à l'instant justement de la fabrication en continu. Voilà, ça c'est, hop, c'est une lamelle. Et en fait, c'est une machine en bois qui faisait passer une lamelle d'argent entre deux gros rouleaux qui compressaient recto verso la lamelle d'argent. Et après, il suffisait juste aux gens de découper le métal en rond, et ça allait beaucoup plus rapidement pour produire des pièces en grosse quantité que de les frapper une par une à la main ou avec une machine
avec une presse. Alors que là, voilà, hop, on mettait la bande dans la machine et puis la machine imprimait recto verso la bande d'argent et puis il fallait juste découper au ciseau après derrière. Alors c'était les gros ciseaux et puis voilà, hein, c'est pas très très épais, je pense qu'il le réchauffait aussi un petit peu. Et c'est pour ça que de temps en temps on retrouve des pièces carrées où on a l'impression ronde, mais que du coup ils coupent la bandelette là et qu'on a une sorte de bande carrée avec la pièce dedans, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de bien découper en rond, ou ils coupaient juste les formes de carré pour aller plus vite dans la production. Alors ça, je vous parle, c'est plutôt époque du Moyen-Âge, hein, c'est assez ancien. C'était pendant quelle période? Ouais, plutôt du Moyen-Âge. Alors attends, j'ai le petit... je peux même j'ai gardé les petits fascicules. La pièce, celle-là, c'est une... hop, attends, je vais pousser. Celle-là, c'est une reproduction de la pièce de 1486. Voilà, avec tous les blasons de l'Autriche dessus. Et c'est truc de Tyrol. Et tac, tac, tac. Et oui, oui, c'est plutôt 15e, 16e siècle, hein, tout ça. Bon, après, là, c'est toute l'histoire du truc du Tyrol, mais enfin, de la pièce autrichienne. Donc voilà, pour ceux qui se posent des fois la question, des fois vous trouvez des pièces carrées avec une impression ronde dedans. Ben, ça vient de ce type de machine-là qu'ils avaient révolutionné l'impression de pièces pour que ça aille, pour en produire beaucoup plus. Donc là, pareil, hein, c'est une reproduction. Donc ils montrent dans le musée la machine, une reproduction de la machine telle qu'elle était à l'époque. Et puis ben, ils se sont amusés à reproduire des petites pièces sous cette fabrication-là, et on peut acheter voilà, la petite bandelette de pièces imprimées par la fausse machine. Donc voilà, donc petit souvenir de mon road trip dans le Tyrol autrichien et au musée, qui est à Halle en Tyrol. Donc si vous voulez passer par là, c'est Halle en Tyrol, c'est juste à côté de Innsbruck. Donc ceux qui passent un jour dans le coin ou quoi que ce soit, je vous conseille fortement d'aller déjà à Halle en Tyrol parce que la ville est magnifique. Et puis il y a le musée de la pièce enfin le musée de la monnaie autrichienne qui est basé là-bas, qui est pas très très cher, je peux même vous dire, je crois qu'on a payé quoi euh, On a payé 9,50 € prix étudiant je crois, pour aller dans le musée et en plus pour aller à la tour, parce qu'il y a une sorte de grande tour où on a une vue sur la ville. Et puis en plus dans la tour il y a une belle charpente en bois qui est super jolie, donc si vous passez par là, je vous conseille fortement le musée qui est très sympa, qui est petit, parce on s'attend pas à y rester 3 heures, mais ils ont des super belles pièces. Et puis l'histoire est super, enfin, l'histoire de la monnaie autrichienne est très bien racontée, et en plus on apprend plein de choses sur l'Europe et l'évolution de l'étalon argent de l'époque a révolutionné un peu cette période-là, et c'est grâce aux Autrichiens. Puis après toute l'Europe s'est basée sur ça. Donc voilà, et en parlant de mon road trip, j'ai fait un autre défi pendant le road trip, c'est que j'ai fait le défi du trombone rouge. Donc, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, en gros ce que vous faites c'est que vous partez avec un trombone rouge, voilà, et à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un pendant votre voyage, bah, vous l'échangez contre un objet. Donc moi la première fois j'ai échangé mon trombone rouge contre une petite boîte avec une centaine de cure-dents dedans. La première personne qu'on avait rencontrée pendant le voyage, avec la boîte de cure-dents, bah, je l'ai échangé contre autre chose. Et à la fin de mon voyage, moi ce que je voulais, comme on était en Suisse, c'était de récupérer des pièces de monnaie. Et du coup, bah, j'ai réussi mon pari, puisque à la fin, en Suisse, j'avais une bouteille de 1 litre de Campari, donc c'est un alcool italien. Je suis allé dans un magasin de pièces de monnaie et j'ai demandé au monsieur bah, s'il était bien d'accord de m'échanger 1 litre de Campari contre des pièces de monnaie gratuitement. Et j'ai eu la chance, il a accepté, etc. Et du coup, euh, j'ai eu, euh, voilà, j'ai eu 3 pièces. Alors hop, donc je me suis fait un petit coffret, voilà, petit coffret en bois que j'ai récupéré que quelqu'un m'avait donné sur un salon de numismat. C'était normalement un coffret pour un set d'euros portugais, mais comme il était vide, puisqu'il avait envoyé le set par la poste, mais le monsieur qui récupérait le set, il voulait pas payer plus la poste avec le poids comment dire, le poids du coffret. Donc du coup, le monsieur avait le coffret vide sans les pièces. Il m'a dit tiens, je te l'offre, comme tu m'achètes souvent des pièces. Bref. Et du coup, bah là, voilà, il y a toutes les photos des personnes à qui on a échangé les pièces. Et puis vous avez là, voilà, j'ai réussi à négocier contre 1 litre de Campari, une pièce de 5 francs en argent suisse sur la constitution suisse.
une pièce en argent aussi d'Afrique du Sud, voilà, je cherchais le nom, et une pièce de Chypre aussi en argent. Trois pièces en argent, comme vous savez, j'aime bien collectionner les pièces en argent. Et du coup, voilà, c'est ce monsieur-là qui m'a échangé le 1 litre de Campari contre les 3 pièces. On avait eu aussi un pot de miel, etc. Enfin bref, il y a tout qui est récapitulé sur un petit truc de photo. Voilà. Et puis, qui est dans voilà, cette petite boîte en bois qu'on m'avait offerte gratuitement sur un salon de numismat. Et voilà, les pièces, pas grand chose en argent, c'est une pièce commémorative suisse et puis deux petites pièces d'Afrique du Sud et de Chypre. Il te ressemble. Ah, tu parles du monsieur là. Oui, c'est pas fou, il me. Attends. Merde. Moi je suis là avec les lunettes, attends, hop. Voilà. Moi je suis là avec les lunettes et puis le monsieur à côté. Mais c'était un jeune, hein, j'ai eu de la chance parce que je pense que je serais tombé sur un vieux gars qui tenait le magasin. Je pense que les 1 litre de Campari, ça lui aurait peut-être pas plu, tu vois. Et là, je pense que tu vois, il a dû boire ce Campari, c'est un alcool italien que souvent on mélange avec du jus de fruits ou avec un soft, entre guillemets. Donc je pense que heureusement qu'il était jeune et que ça a dû lui convenir, parce que si je serais tombé sur un papy de, de- un papy, je pense pas que l'alcool ça lui aurait plu. Enfin, après je dis ça, j'en sais rien, mais un coup de chance quoi. Que le monsieur il accepte bien alors qu'il avait quand même un commerce à faire tourner. Donc voilà, petit souvenir de road trip qui était. Même si les pièces n'ont pas de valeur, ça me rappelle toujours, déjà par la boîte que j'ai fait avec les photos, tous les gens qu'on a rencontrés qui m'ont permis d'avoir ces 3 pièces gratuitement avec l'échange du trombone rouge. Et puis ça me rappelle forcément tout le road trip que j'ai fait avec mon ami et tous les bons souvenirs que j'ai avec ça, quoi. Donc voilà pour les valeurs sentimentales, enfin pour les pièces à valeur sentimentale. Du coup, je vais vous parler, comme je l'ai demandé sur le Discord, ceux qui voulaient bien participer à raconter des anecdotes un petit peu comme moi sur les pièces qui les avaient marquées. Du coup, il y a Trantal qui nous a partagé son histoire. Je vais vous la lire, puis je vais vous montrer les pièces. Tac. Donc Trantal, je sais pas s'il est là en plus. S'il est là, tu me dis si je me trompe, hein, mais normalement je lis ton texte. Donc il m'a envoyé la photo de cette pièce-là, et il nous a raconté l'histoire qui va avec. Il m'a dit... Si, je suis là. C'est tant mieux. Donc il dit je vais vous raconter comment j'ai commencé la numismatie. Tout commence grâce à une sortie scolaire à un musée. Tout cela organisé par mon école. Quand nous avons fini de faire l'activité au musée, les personnes qui nous accompagnaient décidèrent de nous laisser jouer dans une plaine. À cette époque, j'avais 8 ans et je creusais la terre. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Et alors, dans ma fouille, je suis tombé sur une vieille pièce de 1789, donc celle que vous voyez sous vos yeux, un demi-liard de Joseph II de Luxembourg. Du coup, je l'ai gardé et quelques années plus tard, j'ai commencé à m'intéresser à la numismatie à cause de cette pièce, car j'ai fait des recherches dessus et au fur et à mesure, je trouvais des pièces par-ci par-là. Grâce à cet épisode, ça fait maintenant près de 9 ans que je collectionne les pièces de monnaie. Et bientôt 10, nous a dit même 30 ans. Donc voilà, Trantal, dans une sortie scolaire, a fait son chien renifleur. Et il est tombé sur cette pièce-là, et c'est comme ça qu'il a commencé à collectionner les pièces de monnaie. Je trouve que l'histoire est vraiment trop intéressante, c'est cool. Et puis en plus, voilà, c'est une belle pièce, hein, 1789. Tu serais tombé à la limite sur une pièce d'euro ou un truc comme ça. Bah, je sais pas, attends, je sais plus quel âge t'as, mais peut-être qu'il y a 8 ans, il y avait peut-être pas encore l'euro, mais des fois, on tombe sur des pièces d'euros, des petits centimes par terre, parce que les gens les font tomber. Donc, je suis pas sûr que tu aurais commencé à être collectionneur de pièces de monnaie avec ça. Mais là, en plus, une pièce très vieille et tout, qui est quand même dans un état, alors pas exceptionnel, hein, mais au moins tu arrives à lire la date, t'as réussi à l'identifier. Donc, ouais, c'est cool pour un petit garçon de pouvoir connaître l'histoire de cette pièce-là facilement, quoi. Donc, je trouve l'histoire très sympa. Merci Trentaine d'avoir partagé ça sur le live de ce soir. C'est top. Et il y a Mister B. Bon, je sais pas qui c'est Mister B, je sais pas si t'es dans le chat ou pas, dis-moi qui c'est. Parce que je sais que c'est pas Eagle, que c'est pas Rock. Donc je sais pas si t'es dans le chat, que t'écoutes le live de ce soir. Ou sinon dis-moi qui t'es, parce que je me souviens plus quel est ton pseudo sur Twitch. Et donc du coup je vais vous montrer Monsieur B.
Mister B, il m'a envoyé ces photos-là. Donc ça, alors il se souvient plus exactement des pièces que c'était. Donc c'est à peu près ces pièces-là. Et l'histoire est la suivante, je vais vous la lire. Que je ne me trompe pas. Moi j'ai commencé quand ma tante m'a offert 7 ou 8 pièces du monde. Alors, il m'a précisé 50 Riri de Madagascar, 25 cents de francs de 1929, une pièce de Saint-Marin et d'autres, donc celle que vous voyez un petit peu sous les yeux. Puis j'ai fait des recherches, ça m'a intéressé, et quand ma grand-mère m'en a donné des anciennes centimes de francs, j'ai vraiment commencé la collection. Et il nous dit, bon, il a plus toutes les pièces du début puisqu'il les a échangées avec d'autres personnes ou quoi que ce soit. Donc c'est à peu près ces pièces-là avec lesquelles il a commencé à s'intéresser aux pièces de monnaie et à devenir collectionneur. Donc voilà, je trouve ça très intéressant de savoir comment vous avez commencé. Puis merci Mister B de nous avoir partagé ton anecdote aussi, de savoir comment tu as commencé à être collectionneur. Tout ça toujours en trouvant des pièces par hasard d'une vieille grand-mère qui nous donne ça ou dans un champ. Et puis qu'on s'intéresse rapidement sur un petit sujet. Et puis en fait on devient passionné du jour au lendemain à en vouloir en connaître plus et en vouloir en collectionner de plus en plus. Donc ça c'est cool. Et moi je vais juste vous rappeler vite fait comment moi j'ai commencé. Hop, je vous l'avais déjà montré mais je vous le rappelle pour ceux qui connaissent pas l'histoire. Voilà, moi j'ai commencé avec ça. C'était un bouquin que mes parents m'ont offert au début de l'euro, donc il est en allemand parce qu'on habitait en Allemagne à l'époque là. Et on a tous eu ce style de petits bouquins en carton où on devait enlever les capsules pour mettre les pièces des différents euros des différents pays à la sortie de l'euro. Et puis beaucoup d'entre vous ont récupéré les pièces pour s'acheter des trucs. Et puis moi, voilà, j'ai commencé à collectionner les pièces de monnaie avec ça, en collectionnant déjà les pays européens en euros. Et puis je vous avais dit que mon père était tombé une fois sur des vieilles pièces allemandes de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, hop, 5 marques et 2 marques de oh, j'arrive plus à retrouver son nom. De Hindenburg, voilà, je vais chercher son nom, en argent qu'il avait retrouvé chez nous, dans un petit sac et qui m'a donné. Et puis du coup la passion a été relancée à ce moment-là. Voilà, petite pièce sympa. Du Hindenburg. Et c'est comme ça que moi j'ai plus ou moins commencé ou repris à collectionner les pièces de monnaie sans m'arrêter depuis. Donc voilà, pour ce soir c'est tout. J'ai à peu près raconté toutes les anecdotes que j'avais par rapport à mes pièces de monnaie.